Lucas Solka, vous êtes l'un des analystes les plus réputés et médiatiques pour votre expertise du marché du luxe. Vous avez été élu analyste numéro un pour le secteur luxe par les investisseurs institutionnels à plusieurs reprises depuis 2011. Après avoir été responsable du secteur des biens de luxe chez Exane BP Paribas, vous êtes revenu depuis 2019 dans le cabinet d'analystes américain Bernstein. Nous sommes aujourd'hui réunis au sommet du luxe et de la création pour aborder le contexte mondial disruptif pour l'économie du luxe. Quels sont, selon vous, les principaux sujets de disruption? Je crois qu'on peut probablement compter deux sujets. Le premier est que le consommateur mondial est en train d'avoir plus d'expérience. Donc, on est déjà rentré dans le marché chinois depuis une vingtaine d'années. Et donc, la possibilité de vendre aux Chinois des produits iconiques classiques est moins importante. Et il y a beaucoup plus de demande pour l'innovation, surtout pour engager la nouvelle génération de consommateurs. Le deuxième sujet qui impacte l'industrie et qui cause beaucoup, en effet, de conséquences, c'est le luxe digital. Le fait qu'on se retrouve avec la communication qui se partage entre les médias classiques et les médias sociaux. Il y a une activité d'éducation des consommateurs qui s'est déplacée des marques vers les influencers. Et tout ça change vraiment l'enjeu. Il y a aussi l'e-commerce qui rend très pratique et très immédiat l'achat sur le téléphone portable. Et donc il y a tout un sujet, par exemple, d'animation du trafic dans les magasins qui a concentré l'activité des groupes du luxe majeur d'une façon très importante. Donc les magasins temporaires, les expositions temporaires, le changement des magasins pour les rendre plus intéressants dans chaque ville. Je reviens maintenant de la conférence d'Hermès et ils nous ont parlé d'un nouveau magasin à Varsovie qui intègre une pâtisserie. Donc je crois qu'il y a un élément de différenciation pour les magasins pour les rendre en effet intéressants pour les consommateurs qui voyagent tout autour du monde, de s'y rendre dans chaque ville. En plus, il y a un problème, à mon avis, qui revient du digital, de exposition à la fois sur les magasins et sur l'wholesale. L'wholesale est en train de créer un risque de différence de prix à travers la distribution sur les plateformes multimarques. Et on a des plateformes comme Amazon, comme Farfetch, comme Chrono24 qui sont en train de disrupter les marques qui sont les plus exposées à l'wholesale. Donc il y a pas mal de travail à faire pour arriver à bien intégrer les conséquences du digital. Certains experts prédisent déjà une réorganisation des lieux de production d'Asie vers l'Europe et l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Ça dépend vraiment du milieu et de l'industrie et du produit qu'on est en train d'observer. Parce que si on regarde le luxe européen, je crois que la plupart des produits, en effet, si on regarde la mode, par exemple, la maroquinerie, se fabriquent déjà en Europe, en France, en Italie. Donc, il n'y a pas un grand changement de ce côté-là, sauf, je pense, que les marques qui sont plus concernées par la soutenabilité, par exemple, sont en train de s'intégrer en amont. Et je pense que ce processus va se poursuivre dans les prochaines années. Aujourd'hui, avec le problème du coronavirus, on a vu bien que les industries qui dépendent uniquement à flux tendu de la Chine sont en train de confronter des problèmes d'approvisionnement majeurs. Et donc, je m'attends qu'en effet, sur ce côté-là, on pourrait avoir un répatriement d'une partie de la production au moins. Les mouvements de délocalisation dans les industries comme la pharmacie ou les biens de consommation, la Chine étant l'atelier du monde, risquent de subir un arrêt assez fort. Il est vrai que les industries du luxe étaient restées assez centrées sur l'Europe. Mais est-ce que là, elles ne vont pas se centrer encore plus du fait des exigences du développement durable? Oui, je crois que oui, en effet, parce que le développement durable implique que vous connaissez votre chaîne d'approvisionnement intimement, et donc pour arriver à faire ça, il faut au mieux
s'intégrer en amont et gérer cette production directement. Donc je m'attends que la CAPEX qui a été dévolue jusqu'à présent, surtout sur le retail et sur le magasin, pourrait se concentrer en amont dans les prochaines 5 années au moins. Quels sont les facteurs qui compteront le plus pour maintenir une marque au sommet dans les années à venir? Je pense que sur ce côté-là, on n'aura pas vraiment beaucoup de changements. Je crois qu'au cœur de notre métier, il y a la désirabilité. Et donc, pour maintenir la désirabilité des produits et des marques, il faut travailler d'un côté sur l'innovation et sur la beauté des produits. Et de l'autre côté, je pense, il faut gérer tout ce qui est autour des marques de la bonne manière. Donc, une distribution qui est bien organisée et qui permet d'avoir une ambiance pour l'achat et pour la compréhension des produits de bon niveau, et aussi un contrôle important des prix, parce que dans la tête des consommateurs, les prix, s'ils ne baissent pas, à la fin, sont identifiés avec la valeur. Et donc, je pense que ça a un rôle très important dans la perception de valeur des marques et des produits.